Alias Sambar vient de publier La dernière guerre. C'est un essai sur cette guerre. Écrivain, il a aussi été ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Je lui ai parlé il y a 2 jours. Voici l'entrevue. M. Sambar, merci d'être là. Merci de m'avoir invité. Alors, l'Espagne, la Norvège, l'Irlande qui reconnaissent donc à leur tour un État palestinien qui sera créé au terme d'une éventuelle négociation. Est-ce que c'est la seule lueur d'espoir, selon vous, que cette affreuse guerre a amené, c'est-à-dire un éveil un peu partout et des pays qui changent leur position? C'est certain qu'il y a quelque chose de nouveau dans cette décision et c'est une rupture quelque part. Il faut savoir que la Palestine a déjà près de 140 reconnaissances. Donc l'idée et le principe même de la reconnaissance n'est pas nouveau. Par contre, c'est la première fois que 3 pays importants occidentaux de l'Europe franchissent le pas. En franchissant le pas, ils ne reconnaissent pas le besoin d'une négociation. Ils reconnaissent le fait qu'il y a un État palestinien et que désormais, si on négocie, c'est pour qu'il soit pleinement maître de sa souveraineté, de son territoire et de ses frontières. Donc nous sommes dans une démarche qui n'est pas du tout une reproduction ou une reprise de ce qui s'est passé pendant les négociations à Oslo. Nous sommes dans autre chose et il y a une rupture. Et puis il y a également un fait, je pense, qui est très important. Beaucoup de pays européens hésitent pour le moment. Vous savez, nous avons d'autres pays qui disent qu'ils sont sur le point de reconnaître. Je pense que la décision qui a été prise par ces 3 pays, ce n'est pas une menace, ce n'est pas une mise en garde, mais quand même, elle met les autres partenaires de l'Union européenne face à leurs responsabilités, à savoir, ça va devenir quand même beaucoup plus compliqué pour les autres de dire nous ne reconnaissons pas. Et puis ça va également, je crois, juste un mot, plus compliqué pour les États-Unis. Car vous imaginez bien qu'avec ces reconnaissances qui arrivent, la Palestine va très probablement revenir au Conseil de sécurité. Et là, il y a quand même une nouvelle question qui est répétitive. Est-ce que les États-Unis vont-ils encore continuer à exercer leur droit de veto pour empêcher l'admission de la Palestine en tant que pays, en tant qu'État, à l'Organisation des Nations Unies? Donc nous sommes dans un moment quand même assez crucial. Les Israéliens ont tendance à dire que c'est symbolique, ça n'est pas symbolique du tout d'ailleurs. Oui. Quand vous voyez la violence des réactions, on se demande ce que ça serait si ce n'était pas du symbole. Et d'ailleurs, ce que j'allais dire, c'est que le Canada aussi calibre différemment un peu sa position. Ils se sont abstenus le 10 mai à l'ONU lors du dernier vote. Et selon Justin Trudeau, bon, c'est un mouvement historique, même, c'est le mot qu'il a employé. Alors, mais tout ça a bougé devant quand même l'horreur, devant une guerre horrible. Et vous parlez, et d'autres l'ont fait sur cette antenne avant vous, d'un piège dans lequel Israël est tombé, un piège tendu par le Hamas en octobre dernier, et que c'est l'enlisement total. On ne voit pas de porte de sortie à court terme. La porte de sortie semble effectivement très très lointaine. Pas parce qu'il n'y a pas de solution. Parce qu'Israël a riposté. Il y a eu un crime de guerre le 7 octobre, il faut le dire. Mais le problème, et le monde doit savoir, que ce crime de guerre a été suivi de centaines de crimes de guerre commis depuis 7 mois maintenant, tous les jours, par l'armée israélienne. Donc l'idée de l'impasse est là. Ça crève les yeux que c'est une situation extrêmement explosive, très difficile et humainement insupportable. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que les amis d'Israël, je ne parle pas des adversaires d'Israël, est-ce que les amis d'Israël sont-ils en train de bien le conseiller et de lui dire qu'il est temps d'arrêter ce rêve de puissance impériale finalement, de puissance totale sur le territoire historique de la Palestine? Est-ce qu'il est temps que les amis d'Israël, parce qu'Israël ne veut pas entendre à ce moment, ils sont déchaînés dans leur guerre, mais peut-être que les amis devraient leur conseiller une chose, à savoir à arrêter de penser en termes de division, à commencer à accéder à une notion, celle du partage. Tout le monde parle des 2 États. C'est quoi les 2 États? C'est un partage. Et c'est une possibilité.
Est-ce que, justement, cette négociation fondée sur le partage, puis c'est la seule issue que l'on peut imaginer, enfin, depuis même le début, Israël, comme vous dites, doit accepter de bonne foi, mais de l'autre côté aussi, la représentation actuellement politique à Gaza, le Hamas, doit accepter le partage, ce qui est loin d'être le cas. Encore, on vise la destruction d'Israël dans les textes et tout ça. Il y a du chemin à faire du côté palestinien également. Il y a plusieurs questions dans la vôtre. Je vais essayer de répondre très vite parce que je sais que le temps est limité. La Palestine, ce n'est pas simplement Gaza. La Palestine, c'est 14 millions d'individus, d'êtres humains, dont plus de 6 millions de réfugiés, dont s'occupe d'ailleurs l'Organisation des Nations Unies qui s'appelle l'UNRWA. La Palestine est un ensemble, c'est un peuple. Dans ce peuple, il y a une faction qui s'appelle le Hamas. Donc aujourd'hui, arrêtons de substituer la personnalité palestinienne par celle d'une organisation qui est là et qui est en train de mener un combat et qui tient tête. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que le Hamas a déjà dit qu'il était prêt à intégrer l'OLP. Non pas être lui le dirigeant de la Palestine, mais comme une faction palestinienne. C'est une faction. Moi, je n'en suis pas. Mais si vous êtes vraiment démocrate, vous pouvez avoir des factions avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Il faut remettre tout cela aux mains de l'OLP, parce que l'OLP représente la Cisjordanie, Jérusalem-Est, les 6 millions de réfugiés et Gaza. Et d'ailleurs, si vous regardez bien les statistiques de la démographie de Gaza, 90% des Gaziotes sont des réfugiés de la Nakba de 1948. Ce ne sont pas des gens originaires de Gaza. Donc, ce n'est pas vrai qu'il n'y a pas de solution. La troisième chose qu'il faut dire, c'est vrai qu'aujourd'hui, la question des deux États est primordiale, mais elle est impraticable. Elle est impraticable parce que la totalité quasiment du territoire qui, d'après l'ONU et d'après les négociations, moi j'ai participé aux négociations d'Oslo, qui était dévolu à ce qui allait devenir l'État de Palestine, est ravagé par les colonies. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a eu comme première réaction à la décision du procureur du tribunal pénal international? La décision d'un ministre, du ministre de la guerre, le ministre de la Défense israélien, qui a annoncé ce matin que puisque c'est comme cela, vous savez, il y a quelques années, quand on a supprimé les colonies israéliennes à Gaza, quand il y a eu un retrait des colonies, sur une décision israélienne, il y a eu un décret pour dire que ces colonies ne peuvent plus se trouver à Gaza. Eh bien, ce monsieur, aujourd'hui, la seule chose qu'il a trouvé à dire pour répondre et au tribunal pénal et à la décision des reconnaissances des trois pays, c'est puisque c'est comme ça, je ramène le décret, nous allons recoloniser Gaza. Oui. Il y a une règle, juste très vite. Ce conflit dure depuis 1917. Nous avons dépassé le siècle. Nous sommes un petit peuple, dans un pays limité en surface, sans grande richesse. Ça fait plus d'un siècle qu'on essaye de nous faire sortir de scène. Nous ne sortirons pas de scène. Alors la question à poser aux Israéliens. Vous qui êtes des gens très doués, qui avez une économie florissante, et des découvertes, un niveau médical fantastique, tout ce que vous voulez. Au bout d'un siècle et quelques, vous n'avez pas encore compris que votre système ne marche pas quand même, et vous en avez mis. Et vous dites, monsieur, je comprends ce que... Et vous dites, monsieur Sambart, et vous avez vous-même participé, est-ce que le seul espoir, c'est que, vous avez parlé de l'OLP tout à l'heure, mais qu'il y ait de l'autre côté un partenaire avec qui danser? Parce que ce partage qui est incontournable, il doit se faire avec un dialogue entre les deux. Et actuellement, on ne le voit pas. Et je vous lance une dernière question, parce que vous parlez beaucoup dans ce livre qui ne donne pas beaucoup d'espoir, mais qui met en contexte. Vous revenez à 47, vous revenez à 48. Est-ce que le refus du partage de l'ONU par les Arabes, par les Palestiniens à l'époque, n'a pas été un drame épouvantable quand on regarde ça en 2024? Puisque nous n'avons pas beaucoup de temps, c'est la dernière question. Vous savez, dans ce petit texte que j'ai fait, vous avez les textes des lettres envoyées par Ben Gurion, le fondateur de l'État d'Israël, à son fils, et dans lequel il dit explicitement, les citations sont là avec leurs sources, qu'en fait, son plan, c'est d'occuper toute la Palestine. Il n'y a pas eu d'idée de partage. Il y a eu un slogan de partage qui était utilisé de façon très tactique, extrêmement habile et efficace. Ben Gurion a utilisé mieux l'idée du partage que nous. Mais au bout du compte, qu'il y ait eu
47, 48, les guerres israélo-arabes, cette guerre qui est en cours, est-ce qu'il est temps que les amis d'Israël lui disent, écoute, au bout d'un siècle, tu vois bien que ta méthode ne marche pas. Alors, est-ce que tu ne veux pas essayer de faire autre chose? Et la même chose, M. Sambar, parce que dans un dialogue de paix, il y a deux parties, vous le savez mieux que moi, la même chose pour la représentation politique des Palestiniens. On doit espérer qu'il y ait là une accalmie, qu'on rejette, qu'on tourne le dos à l'intégrisme musulman aussi. Il y a tout ça qui est en jeu, n'est-ce pas? Ce qui est en jeu, c'est que pendant 40 ans de négociations, nous avons été avec l'idée de faire les deux États. Et que pendant 40 ans, nous sommes revenus bredouilles parce qu'Israël ne veut pas les deux États. Alors, la question que vous me posez, il faut que la posiez à un ministre ou à un député ou à un responsable d'Israël. On le fait aussi. Ne vous en faites pas. On le fait aussi. Mais cette volonté guerrière de ne pas partager, vous allez reconnaître avec moi, M. Sambar, qu'elle a été partagée des deux côtés. Il y a beaucoup de Palestiniens qui disent c'est notre territoire. Nous ne voulons pas que les Israéliens soient là aussi. Ça existe, ça. Ce n'est pas vrai, je veux dire pourquoi ça existait à un moment au début du conflit. Depuis 1988, à la réunion du Parlement palestinien en exil, qui a voté une décision historique, qui était que nous étions désormais d'accord pour aller à une solution négociée politiquement de la crise et du conflit, nous avons établi une distinction. Et je vous l'ai dit, elle est fondamentale. Moi, personne ne me fera dire que la Palestine n'est pas ma terre natale et n'est pas ma patrie. Par contre, quand j'ai voté pour le partage en 88, octobre 88, à Alger, dans le Parlement palestinien, c'était avec l'idée fondamentale que la Palestine est ma patrie, mais pour qu'il y ait la paix, j'accepterai que mon État, pas ma patrie, mon État ne soit pas installé sur la totalité de mon territoire national. Et d'ailleurs, dans cette proposition palestinienne, nous étions quasiment avec à table, de notre part, l'acceptation d'avoir notre État sur 20% de notre territoire national et historique. Israël avait déjà 80%. Et regardez, au bout de 40 ans de négociations, nos négociateurs sont toujours revenus les mains vides. Je ne suis pas en train de dire que c'est sa faute, pas ma faute, c'est pas le conflit. Je comprends tout à fait. Et votre texte, M. Sambar, se lit très bien parce que c'est le tract de Gallimard, c'est une 40aine de pages. C'est au Québec, disponible au Canada à compter d'aujourd'hui, le 22 mai, où on enregistre cette entrevue. Alors, merci beaucoup. Je rappelle que vous avez été ambassadeur de la Palestine auprès de l'UNESCO. Vous êtes écrivain. Merci de nous avoir parlé depuis la France. Puis on va souhaiter qu'il y ait une fenêtre qui s'ouvre et un chemin qui s'ouvre. Souhaitons tous et merci de m'avoir invité. Merci. Au revoir.